Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus familial de tous les temps, j'ai nommé The JoJo Lands. Ça y est, de retour avec le micro habituel, le supplice est terminé. En ce moment pour moi c'est changement de ville, reprise des cours avec un programme chargé, et cadence de sortie de jeu à tenir, alors comme j'avais annoncé le mois dernier, les prochaines reviews verront leur format être un peu réduit, ou leur sortie être un peu retardée comme c'est le cas ici. J'ai adoré réaliser la précédente review, sincèrement, et ça ne veut pas dire que je m'autoriserai plus ce genre de folie quand le chapitre me passionne et que j'ai du temps devant moi, mais je me suis rendu compte qu'à y dédier autant de temps, alors qu'il est de plus en plus limité pour moi, me faisait empiéter sur la réalisation de projets qui me tiennent à cœur. En tête la fameuse vidéo sur P2 qui, je suis désolé, voit sa fenêtre de sortie un peu remise en question. Je ne communiquerai donc plus dessus jusqu'à ce que je sois certain de ce que je fais, j'espère que vous comprendrez tout ça. Enfin, cette review-là a une durée plutôt habituelle, ça s'explique par la pause du mois prochain qui me laisse donc plus de temps. Mais je vais sincèrement travailler ma concision sur les prochaines. Entre temps, on a eu le trailer de Steel Ball Run, j'en ai fait une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Pour l'heure, on fonce donc analyser Lulu et la M Chabang, un titre bien surprenant qui laisse entrevoir des développements du côté de cette salle secrète dans laquelle les deux femmes sont cachées, chose que je ne m'étais pas imaginé du tout. Et j'étais pas au bout de mes surprises. Manifestement pas vraiment de cover à proprement parler ce mois-ci, on a bien une belle vue du bateau mais les dialogues commencent dès cette dernière alors c'est difficile de considérer cette planche comme telle. Un fait assez rare, et quelque peu décevant, mais a priori peut-être raccord avec la pause qu'Araki prendra en octobre. Et oui, comme dit précédemment, on se reverra pas avant novembre. Ça va me permettre de pouvoir m'organiser correctement, et à notre maître de prendre du repos dont il a sûrement besoin. Toujours absolument mérité, et utile au sein de cette partie. Allez, sans plus attendre, il est temps d'assister à l'attaque de Kei. On a eu le droit ce mois-ci à un chapitre qui, d'un côté, dépeint un combat tout à fait sympa, bien que sans énorme fulgurance, et d'un autre, présente des twists d'écriture inattendus et des développements de personnages saisissants, le tout dans un rythme effréné et haletant dont Araki a le secret. Le chapitre s'ouvre sur une citation intéressante venant confirmer le sujet dont traite The JoJo Lands, le flux de l'argent. D'où vient-il? Qui l'a mis en place? Comment les humains s'en servent? À quel point doivent-ils en dépendre et doit-il impacter leur vie? La manière dont nos personnages acceptent les injustices qu'ils créent pour s'en servir? Est-ce bien? Mal? Devrait-on se rebeller contre ça? Est-ce seulement possible? Bref, tout ce dont on parle depuis le début de cette partie. Je vous redirige vers mes précédentes reviews, si vous voulez me voir développer tout ça. Ici, le flux de l'argent est décrit comme une loi de ce monde. Une loi établie par quelqu'un avant que les gens ne le remarquent, que tout le monde n'a d'autre choix que de suivre. Rien de spécialement nouveau, mais ça permet de mettre sur papier très clairement les enjeux philosophiques de la partie, et ce, avec une tournure de phrase qui rappelle absolument la métaphore de la serviette de Valentine. C'était même carrément mentionné au sein de son discours à l'époque. Il y a forcément eu quelqu'un qui a déterminé la valeur de l'argent. Je ne pense pas que le but de The JoJo Lands soit de répondre à ça avec un plot twist de fou ou je ne sais quoi, mais juste d'illustrer les conséquences de cette valeur et d'approfondir les réflexions amenées à l'époque de Steel Ball Run, avec des oppositions de personnages aux philosophies différentes, pourtant tous confrontés au flux de l'argent, et à sa représentation concrète personnifiée en le rocher de lave. Une entrée en matière très intéressante donc, et particulièrement appropriée au contexte de ce chapitre, alors que le rocher de lave échappe au contrôle de nos héros pour la première fois depuis... presque 2 ans. Ce sera étayé par la page suivante, alors que l'on comprend que le narrateur de cette séquence est a priori Jodio, qui dit que tout ira bien, qu'ils obtiendront le terrain... Enfin, tant qu'ils gardent la main sur la lave. Une première superbe transition doublée d'un bel ascenseur émotionnel comme on en a l'habitude, qui permettra de réintroduire la scène laissée le mois dernier, alors que Charming Man se fait compresser par les cartes d'identité de nos personnages. Car il est bien question de ça. Le stand de Kei tire de toutes ses forces les cartes depuis leur dessous, depuis le fameux interstice entre la carte et le vêtement, pour compresser l'homme de l'extérieur. Ravi de revoir son visage apparaître en tout cas. Je l'avais pré-shot le mois dernier, il était temps. Alors que Jodio confirme que le rocher a été volé par le stand, et qu'il se trouve actuellement dans le costume de Charming Man, rappelez-vous de la fin du chapitre précédent et du faufilement de ce dernier par le bas du pantalon de Charming Man, Dragona tente, sans succès, de faire glisser les cartes. C'est trop enfoncé, rien à faire. Mais Charming Man s'en fout, et lui demande expressément de tout arracher, même sa chair s'il faut. Petite typo stylisée Smooth Operators comme on aime, arrachage bien violent, un move bien ballsy comme on aime. Charming Man brille pour son retour à son vrai lui. S'il s'est permis de faire ça, c'est tout simplement car il a pu combler le trou dans sa poitrine en utilisant les fameuses propriétés de sa peau rocheuse liées à Big Mouth Strikes Again. C'est très stylé. Ça me donne un peu l'impression que Big Mouth c'est un peu un autre de ces stands à tout faire, qui dérivent pas mal de leur concept original lors de leur intro, mais c'est un truc qu'on a déjà vu dans le chapitre 18 en soi.
au moment où il a démantelé sa peau, pour faire en sorte que la balle ne lui fasse aucun dégât. Alors j'accepte, et l'effet « Oh, bien vu !» marche plutôt bien ici. Peut-être que ça aurait légèrement plus marché en évitant de dépeindre du sang, ceci dit. Il n'y en avait pas dans le chapitre 18, c'est beaucoup plus clair qu'il prenait pas de dégâts, quoi. Je chipote de fou, ceci dit. Mais vous avez l'habitude avec moi, j'aime bien m'attarder en détail sur le fonctionnement des stands, car je trouve toujours qu'un stand dont les capacités sont parfaitement décrites est toujours un atout scénaristique très fort, et ça pêche parfois un peu dans The Jojo Lands. Bref, il faut le voir, c'est subtil, mais le stand ennemi va suite à ça s'incruster sur un des gars du FBI qui s'approchait de nos héros, emmenant le rocher avec lui. Une très belle planche pleine de tension nous vient alors, tandis que nos persos captent ce qui vient de se passer avec des expressions faciales toujours aussi réussies, et cette utilisation de l'opacité qui fait toujours mouche. Jodio comprend, avec son QI de 143 brillant toujours, que le gars du FBI n'est pas le manieur. Ce dernier tente plutôt de créer une échappatoire à son stand, en se faufilant à travers les interstices, pour petit à petit ramener le rocher jusqu'à lui. J'aime beaucoup l'idée. Quittons un peu le lieu du combat avec son joli carrousel en arrière-plan. D'ailleurs, je trouve que la représentation spatiale du bateau fonctionne très bien, genre on commence à le connaître et on capte où se trouve chacun des persos, et retrouvons notre hauler préféré l'espace d'un instant. L'homme continue son bonhomme de chemin avec son crucifix, rappel de ses enjeux, et demande des nouvelles de Ningbo et la M à Kei, et lui demande, alors qu'elle feint l'ignorance évidemment, de les ramener ici. C'est bête, mais le fait qu'il les nomme clairement alors qu'il avait l'air très désintéressé il y a de ça quelques chapitres, montre selon moi qu'il a conscience de la situation et qu'il souhaite la gérer. Et c'est donc une certaine évolution de son mental qui est confirmée ici, suite à sa petite lecture lui rappelant son objectif du mois dernier. Kei regarde alors son tel, tandis que la M se projette déjà dans sa future vie de milliardaire avec sa compagne, prenant bien soin de lui montrer des propriétés dans des zones à risque, chose que Kei ne manquera pas de remarquer. La caractérisation de ce petit duo continue, c'est toujours aussi drôle, et j'ai pouffé devant le petit dessin en mode Boingo, même si j'ai pas compris qui ça représentait. Superbe planche où Howler monte les escaliers tandis que Kei complote dans son dos, et que la M revient les pieds sur terre suite à son échange avec Kei. Super caractérisation encore une fois. Kei va au passage révéler le nom de son stand, West End Girl. Il s'agit d'une chanson du duo britannique de synth-pop Pet Shop Boys, ça pue bien les années 80, je suis vraiment pas le public. Ceci dit, je trouve que le nom claque, que la manière de le révéler était aussi originale que stylée, et que le fait que le groupe soit un duo colle parfaitement à Kei et la M. Même si là je surinterprète peut-être. Par contre, ma grande, tu vas te calmer avec tes « Quiconque tente de poursuivre ma West End Girl va mourir ». Tu n'es pas Toru. Et si jamais non, je ne pense évidemment pas qu'on est sur un stand à déclenchement automatique quand on essaye de le poursuivre. Elle confirme simplement ce que Jodio a dit juste avant, le stand cherche à s'enfuir pour amener le rocher à Kei et faire en sorte de buter ceux qui vont l'en empêcher, le poursuivre donc. Cette conversation va nous permettre de transitionner sur la M, demandant à Lulu de s'asseoir pour reprendre l'interrogatoire avec un flingue sur la tempe, nous faisant donc comprendre le titre du chapitre. Lulu la taunt en lui rappelant que c'est la merde là-haut, signe témoignant d'une chose importante à relever et à garder en tête pour la suite de l'échange. Lulu est confiante. La M va rétorquer en rappelant que c'est une flic, carrément j'avais zappé, et qu'elle a déjà appelé ses collègues, qui vont arriver d'une minute à l'autre. Excellent. Cette simple info instaure une vraie grosse tension, une épée de Damoclès sur la tête de nos héros, qui vont devoir régler la situation très vite avant que les flics n'arrivent. Car ouais, vu la corruption qui grouille ici, il paraît évident que la M s'en serait sortie, et que c'est nos héros qui auraient pris. Alors que la M décrit Lulu comme une sorte de bombe à retardement qu'elle craint un peu, info à retenir, elle va révéler un petit bout de backstory, et c'est ultra intéressant. Il s'agit d'une histoire d'enfance, dans laquelle sa maîtresse dépouillait les élèves de leur argent de repas, leur mentant en disant qu'il manquait une partie de la somme pour s'enrichir, et où la M a été accusée de l'avoir volée. Personne n'a cru la M à l'époque quand elle a révélé la supercherie de la maîtresse. Ça tient sur un bout de papier, mais il s'agit tout de même d'une autre de ces absurdités, pour la première fois, hors Howler, attribuée à un antagoniste. Et je ne peux m'empêcher d'une fois de plus lier ça au stand. On le sait, la M déteste les mensonges. Là, elle parle d'un événement dans lequel sa maîtresse lui mentait et où personne l'a cru elle. Alors son stand lui permet d'étiqueter directement de manière absolument certaine quelqu'un comme un menteur. J'avais évoqué une potentielle backstory liée au mensonge pour la M dans une précédente review. Alors je suis plutôt content de voir ça, j'avoue. Vivement qu'on ait les infos sur les obtentions des stands dans cette partie en tout cas. J'ai besoin de savoir si ma piste de « ça s'obtient en acceptant les absurdités et en voulant s'en servir à bon escient » est valide ou non. Et là, ça devient hyper intéressant. Car des questions qu'on se pose depuis longtemps sont enfin évoquées. La M confirme que personne entre tous les employés de Howler, dont Bobby Jean, n'ont entendu parler du rocher. Tous, excepté Lulu. Et on le sait depuis le chapitre 17, Howler ne s'adressait qu'à elle de manière plutôt louche, et ça a toujours été grande source de questionnement au sein de la communauté. Pourquoi elle ? Eh bien il est temps d'avoir des réponses, et vous allez voir que la manière dont c'est tourné
est absolument fantastique. La fillette va commencer par jouer son petit jeu habituel en faisant l'innocente et en disant que c'est sûrement parce que c'est qu'une gosse. La M pète un plomb, tandis que ses lunettes pointent vers elle, signe du mensonge évident, c'est toujours aussi drôle et efficace, et ça setup parfaitement ce qui va se passer. Lulu, toujours avec un flegme hors norme, fait remarquer à la M qu'elle sait qu'elle s'échange des messages avec Kay depuis le début, qu'elle a compris qu'elle cherchait à trahir Howler, remettant alors en question leur loyauté. Réponse très intéressante de la M, qui viendra dire que 50 milliards, ça prévaut toute forme de loyauté. C'est juste une loi de priorité dans notre société. Cette idée de loi est à nouveau mentionnée, avec une hiérarchisation plaçant la loi du flux d'argent comme supérieure à tout en ce monde. Tant qu'on a l'argent, on a le pouvoir. Pourquoi être loyal à quelqu'un comme Howler, un énorme milliardaire qui fonctionne aussi a priori en hiérarchisant l'argent au-dessus de tout, qui pourrait nous lâcher à tout moment, quand on peut faire en sorte de devenir plus riche que lui, et donc d'avoir l'ascendant sur ce dernier? C'est ça, la philosophie de la M, et cette fameuse idée de priorité. Et je trouve que ça se tient dans un tel contexte. Elle n'a rien à voir avec Howler, c'est son employeur, un mec louche et profondément corrompu, tout comme elle. Alors les règles qu'ils utilisent sont différentes. Ça n'empêche pas le personnage de dissocier ça de sa relation avec Kay, avec qui elle serait absolument enclinte à partager son argent, a priori en tout cas. Donc ça prévaut, oui, mais pas dans tous les cas, manifestement. L'amour, et plus globalement l'affection, sont des paramètres à prendre en compte. Et rappelez-vous, on avait déjà eu un truc similaire avec Paco, aussi corrompu l'homme soit-il, qui annonçait donner une partie du butin à Usagi même s'il venait à quitter le navire. On suit des humains malgré tout, des humains engrainés dans tout ce système terriblement malsain, qui essayent de s'en sortir avec leur philosophie propre, leurs valeurs propres. Et c'est absolument passionnant. Bref, j'ai un peu digressé, il est temps d'enfin parler de l'éléphant dans la pièce, ce putain de plot twist inattendu. Lulu va commencer sa réponse en parlant de sa mère, qui l'a abandonnée, que c'est donc Howler et sa société qui l'ont prise sous son aile, et que, même s'il ne l'a pas entendu directement de sa part, et qu'il n'a pas l'air enclin à le faire, elle pense que Howler lui confie tout ça parce que... c'est son père. Faut voir comment j'ai hurlé, ça race la pute. On est là sans aucun doute sur la révélation la plus folle et inattendue de la partie. Et quel bonheur de voir The Jojo Lands partir dans des directions absolument surprenantes depuis 2 mois. Pour autant, ça ne sort pas carrément de nulle part. J'en parlais le mois dernier, il était évident que la descendance de Howler allait être évoquée. Qui plus est, les flashbacks nous mettaient la puce à l'oreille, avec Papy Howler qui parle du rocher de lave à son petit-fils. Un secret transmis de génération en génération, c'est totalement logique que Howler en parle ainsi à Lulu. Quid du père de Howler d'ailleurs, mais c'est une question pour un autre jour. Quel bonheur de voir une révélation si inattendue, et pourtant si cohérente, bordel. Ah, les frissons. La mise en scène du reveal est d'ailleurs absolument fabuleuse, avec ce build-up et les lunettes de la M qui ne s'activent pas, d'où l'intérêt du mensonge précédent de Lulu, pour qu'on se rappelle bien des enjeux, venant confirmer la dinguerie qu'on vient d'entendre, et nous laisser sur le cul en même temps qu'elle. J'adore, bordel. On n'est évidemment pas absolument sûr que Howler soit le père, mais en tout cas, le fait que Lulu pense que ça en soit la raison, c'est une vraie info. Et perso, pour les raisons évoquées précédemment, j'y crois absolument. Bien sûr, la première chose à laquelle on pense, c'est Trish. Les parallèles avec Golden Wind continuent, ayant l'air de confirmer Howler comme une sorte d'équivalent de Diavolo dans cet univers, sans pour autant qu'il ait le même nom. Un perso nommé comme ça peut toujours apparaître, on sait jamais, mais pour l'instant c'est l'impression que j'en ai. Est-ce que les implications scénaristiques seront les mêmes pour autant? Absolument pas à mon avis. La relation a l'air totalement différente. A priori, c'est aussi un sujet tabou pour lui. Il n'en parlera pas, et n'a pas l'air de vouloir que l'information éclate au grand jour. Mais au lieu de vouloir la tuer, il la prend sous son aile et lui parle du rocher comme le veut la tradition. Preuve supplémentaire que la famille et la descendance sont des notions importantes pour Howler. Mais alors, pourquoi ne pas vouloir que ces liens éclatent? Peur qu'on se serve d'elle pour le faire chanter, lui, Howler? Peur de trop s'attacher à elle, explorant donc encore plus la thématique de la hiérarchisation du flux de l'argent au-dessus de tout, ici même de l'amour, qui pourrait le faire faiblir? Une fuite de ses responsabilités parentales immatures, tout en s'assurant tout de même de faire le strict minimum qui permettent de maintenir sa lignée sous la protection du rocher, gardant donc une relation très professionnelle et formelle avec sa fille, loin de tout sentiment.
Connaissant le bonhomme, ça m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas que la petite soit un accident, et qu'il ait donc été pris au dépourvu, faisant de sa réaction une réaction à chaud, et pas totalement claire et définie, comme on en a un peu l'habitude avec lui. Peut-être que c'est bien plus que ça, que la mère aura un vrai rôle dans l'histoire et viendra raconter un vrai truc fort sur la notion de famille, avec un flashback puissant ou un retour motivé par une quelconque raison, tout est possible. Quoi qu'il en soit, cette idée vient encore apporter de la substance et de la nuance à Howler, qui devient de plus en plus fascinant à chaque chapitre. Lulu a aussi définitivement gagné tout mon intérêt. Je ne m'y attendais pas, mais au final, il s'agira très logiquement d'un personnage prépondérant dans The JoJo Lands. Et ça me plaît beaucoup, étant donné que j'aimais déjà énormément le caractère et l'écriture de ce personnage. Qui plus est, avec cette révélation, on comprend carrément son comportement avec Bobby. Cette volonté de faire l'enfant gâté et un peu bébête, alors qu'on le sait, elle est bien plus mature que ça au fond. Ça s'explique par la gueule de son daron, quoi. Elle est sûrement très seule, cette fille. Elle a été dépouillée de toute figure parentale aussi bien paternelle que maternelle, et recherche donc cette affection dès qu'elle le peut, ici chez Bobby Jean. Mais étant une employée de son père, entre guillemets, elle connaît le monde du crime et toutes ses atrocités, y ayant été habituée bien trop tôt, et cherchant un peu de l'innocence enfantine dont elle a été dépouillée. Eh ben, je pensais pas pouvoir aller aussi loin avec cette simple révélation, mais faut admettre que c'est très fort. Ça explique totalement son caractère très polarisant, que je pensais être un simple ressort comique, mais qui cache en fait une réalité bien plus triste, et un personnage absolument fascinant, et capital pour les thématiques et les futurs développements de la partie. On le voit encore une fois dans ce chapitre, avec cet instant de déprime et de retour à la réalité terrible, qui enchaîne avec des actions concrètes et violentes pour protéger son père et réussir sa mission, parce que il faut. C'est absolument déchirant, je trouve. Enfin, c'est en tout cas un bonheur de voir qu'Araki maîtrise jusqu'à maintenant sa narration sur The JoJo Lands, ne laissant pas de côté le moindre événement interpellant. De l'échange téléphonique entre Howler et Lulu, à cette scène forte où Jojo choisit d'épargner la fille, en passant par le caractère définitivement étrange de cette dernière, et s'en servant pour mettre en place des trucs géniaux. J'ai jamais eu autant hâte de voir où quelque chose va aller dans cette partie, sincèrement. Ça va juste être surhumain d'attendre. Pour l'heure, calmons-nous, et quoi qu'il en soit, les cartes sont définitivement rabattues à mon avis. Howler est l'antagoniste principal, tous les enjeux sont centrés autour de lui, Kei et la M sont je pense déjà finis, et ne menaceront pas l'intégrité de notre GOAT. Ça va se confirmer avec la M qui va soudainement se mettre à baver, signe qu'on connaît. Bax Groove vont attaquer, Lulu, avec son regard froid absolument terrifiant, va empêcher le duo de tourterelles de trahir Howler. Après une tentative de résistance de la part de la M avec son gun, au cours de planches bien dynamiques dans lesquelles Lulu cherche à esquiver ses balles et à récupérer le téléphone de son assaillante, on retrouve notre groupe. Ah, attends quoi ? Récupérer le téléphone de son assaillante ? Oh là là, bah oui, ça confirme ce qu'elle disait, elle va les empêcher de trahir Howler, sûrement en envoyant des messages tournés d'une certaine manière, pour que Kei arrête de poursuivre son objectif, en jouant sur l'usurpation d'identité, l'affect ou des menaces, sans aucun doute. Et c'est là où Araki signe encore une masterclass, tout ce build-up avec les discussions entre la M et Kei mène à ça en fait, c'est trop fort. Quelle sera la décision de Kei quant à la hiérarchisation de l'argent par rapport à sa relation ? Il me tarde de le découvrir. C'était en tout cas une scène absolument magistrale, qui justifie totalement le nom de ce chapitre, et sans aucun doute l'une de mes préférées de la partie. La narration, la mise en scène, le reveal, l'intensité, la transition finale avec ce téléphone qui permet le changement de plan, un immense 10 sur 10 en fait. Félicitations Araki. Allez, on va finir cette review en revenant sur la confrontation contre West End Girl, et en se pétant un peu le crâne sur le fonctionnement de ce stand maudit. Alors que le gars du FBI se fait encercler car tout le monde sait que le stand est sur lui, Jojo dit que ce dernier va chercher à s'enfuir en se réfugiant dans un interstice à sa portée. Ce qu'il faut comprendre par là, je pense, c'est que le stand va chercher à passer d'interstice en interstice pour aller rejoindre Kei en lui apportant le rocher, passer de l'un à l'autre jusqu'à atteindre sa cible. Le stand peut manifestement émerger des interstices, oui, et encore parce que s'il faut c'est juste que Kei l'a fait glisser de ses pieds jusqu'aux valises en fait. Mais il ne faut pas imaginer ça comme un D4C, où il peut disparaître dans une sorte d'espace-temps créé par ces derniers, dans lequel il peut emmener des objets avec. Le rocher doit être transporté manuellement. Et ce que ça crée par la suite est génial. Cette course-poursuite intense où il va falloir le traquer, et pourquoi pas lui bloquer la possibilité de se fondre dans les interstices, en les ouvrant par exemple, comme avec la valise, mais je pense que c'est le genre d'information qui devrait être communiquée clairement. Et je trouve que c'est un poil trop opaque. Le stand peut exister en dehors des interstices, et il est manifestement contraint de le faire l'espace de quelques instants, ce qui le rend vulnérable. C'est comme ça que je comprends le truc en tout cas. Dragona annonce alors qu'il est en poursuite, tandis que la peau de Charming Man craquelle,
Beau gosse d'ailleurs Yokohama avec ses yeux en amande, j'aime le petit mix, et, nous rappelant du combat contre Bax Groove et son extraction des corps de nos protagonistes, on peut se douter de ce que ces deux-là sont en train de fomenter. Superbe référence à une utilisation précédente d'un stand, qui sera confirmée par la magnifique planche suivante. L'armée de Smooth Operators est en train de poursuivre West Girl entre les vêtements du gars du FBI pour l'attraper et le faire sortir, afin que Charming Man puisse le niquer une fois à l'air libre avec un bon envoi de roche. Incroyable représentation visuelle en tout cas. C'est ultra dynamique, j'adore la gueule chelou qu'a le stand de Kay, et voir le rocher au loin rend cette course-poursuite encore plus impactante. Quoi qu'il en soit, les Operators vont réussir à choper le stand pour en quelque sorte étirer cette matière, afin de le faire sortir de là. Malheureusement, ce faisant, le stand va se retrouver sur la nuque du gars du FBI et foncer dans le premier interstice à sa disposition, sa casquette. Et splash! Forcément le gars se fait compresser. Oh là là, que c'est violent et que j'adore ce body horror en mode origami papier mâché. C'est aussi dégueulasse qu'original. Araki nous régale vraiment sur ce point depuis quelques chapitres. Alors que nos héros sont sous le choc, j'aime particulièrement le regard de Charming Man, le rocher apparaît sous les lunettes d'un autre membre du FBI. On comprend alors que le stand a déjà sauté sur 7 autres gars, et s'est foutu à nouveau dans le premier interstice à sa disposition, à savoir l'espace entre les lunettes et les yeux de cet homme. J'adore l'idée visuelle de voir le rocher sur son œil gauche. Évidemment, œil gauche qui va se faire défoncer aussi. Cette violence, cette sensation de panique face à un stand qui saute d'humain en humain et se cache dans la moindre faille pour détruire ses ennemis avec une puissance terrifiante, c'est absolument génial. Je pense que vous l'avez compris, j'ai un peu de mal avec ce stand et comment il a été introduit, je ne comprends toujours pas cette foutue scène des cartes où il a l'air d'avoir manifesté plusieurs itérations, mais en tout cas, en s'en tenant à ce chapitre et à son utilisation en son sein et uniquement en son sein, West Girl c'est juste génial. Dragona annonce que l'ennemi sait tout, qu'il doit récupérer le rocher pour choper les 50 milliards, et qu'il est prêt à absolument tout pour ça. Si des innocents doivent mourir, c'est pas un souci. En l'occurrence, le FBI va essayer de résister comme ils peuvent, et va donc s'en suivre une fusillade mortifère, les faisant involontairement s'entretuer entre eux. C'est tellement génial, tellement chaotique. Même les chevaux en prennent pour leur grade. J'adore quand les combats prennent ce genre de tournure bordélique, avec plein de personnes impliquées. Et on se rappelle encore une fois de cette fameuse hiérarchisation de la loi de l'argent, idée véritablement centrale dans ce chapitre. Tuer des innocents, c'est terrible, mais c'est un grain de sable à côté des 50 milliards de dollars. Ce sont les règles. Kay a l'air encore plus extrémiste que sa comparse. Ça rappelle beaucoup Bobby Jean, qui n'hésitait pas non plus à détruire des innocents, pour une somme moindre ceci dit. Dans tout ce chaos, Charming Man fonce sur le gars aux lunettes pour éviter que le stand ne s'échappe, et lance des morceaux de roche, qui ont d'ailleurs l'air de détruire son camouflage, ce qui paraît cohérent et j'aime bien, a priori pour une fois de plus poursuivre le stand, en le retrouvant sous les lunettes. Jodio va ensuite poser une immense question. Est-ce que ces gens sont morts en raison du plan de l'ennemi, ou du rocher de lave? Bah ouais, pour la première fois depuis longtemps, le rocher n'est plus en leur possession, et ça fait peur! Est-ce que maintenant que c'est Kay qui est en sa possession, il va déclencher des actions bénéfiques à son obtention des 50 milliards? Genre, le fait que les membres du FBI s'entretuent, ça serait une chance? Ça paraît pas déconnant, oui. Ça lui fait moins d'obstacles à combattre, et si nos personnages pouvaient être pris dans le flot indirectement, c'est tout bénef. Avec Howler qui se ramène à la fin en plus, ouais, y a peut-être quelque chose qui se tient, elle pourrait s'enfuir pendant que tout le monde est en train de se fight. Une question ceci dit. Rappelez-vous bien que le rocher, a priori, n'a pas d'impact dans les combats. Il ne rend pas son possesseur absolument immortel, genre. Il crée juste des situations bénéfiques pour ce dernier, qu'il va devoir exploiter intelligemment pour atteindre son objectif pécunier. La tournure de la phrase de Jodio, disant que les bienfaits de la lave les quittent, est alors assez étrange. Est-ce qu'il a capté en quoi la situation est actuellement bénéfique à Kay pour l'obtention du rocher? À voir. Si par contre c'est parce qu'ils sont en situation de faiblesse dans le combat qu'il dit ça, ça voudrait dire que le rocher a un impact sur ce combat en lui-même. Et si finalement il s'avère que les résultats de tous les combats jusqu'à maintenant étaient prédéterminés en faveur du possesseur du rocher, ben c'est un peu nul en vrai. Bon, on va devoir attendre de voir la suite, mais attention à ça, c'est un peu casse-gueule. Araki va devoir définir les limites claires du truc la prochaine fois. Si en tout cas ce qui se passe, c'est que ses ennemis s'entretuent, ou en tout cas s'affrontent. Ce qui permet à Kay de trouver une échappatoire pour ramener le rocher à elle. Première étape pour que l'enchaînement d'événements bénéfiques se déclenche, ça se tient. Ça a pas directement un impact sur le combat en lui-même, mais sur les circonstances bénéfiques qu'il engendre. Un peu comme cette balle perdue logée dans le crâne de Yokohama pendant le combat contre Glory Days. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en tout cas. C'est le point du chapitre qui me fait un peu gamberger en vrai. Quoi qu'il en soit, le chapitre va se finir sur un cliffhanger absolument fabuleux, avec Howler qui a entendu les coups de feu.
le regard de Jojo qui se retourne, la petite catchphrase van en mode « Et voilà une gentille personne qui s'approche », c'est absolument pique. Ça va tellement péter misère. Howler va finir par agir et se confronter à nouveau à nos personnages, alors que le rocher est tout près et source de convoitise par tout le monde. Hâte de voir où va nous amener ce qui semble être tout indiqué comme le climax de cet arc. Et ouais, ça fait presque 1 an qu'on est sur ce bateau quand même. Petit détail intéressant aussi, Kei qui regarde son téléphone avec un air a priori circonspect, ça veut peut-être dire que Lulu a commencé ses petites folies. On verra. En tout cas, c'était le meilleur cliffhanger possible pour conclure ce chapitre, dont j'ai d'ailleurs dit tout ce que je voulais. Que c'était bien, bordel! Véritablement un fabuleux chapitre, incroyablement riche en développement de personnages et avancées scénaristiques. À la fois inattendu, mais terriblement cohérent et teasé au préalable. Tous les ingrédients pour une révélation qui fasse mouche et qui a de l'impact en somme. Une caractérisation de personnages particulièrement réussie, une gestion des transitions et de l'attention toujours aussi virtuose, on sent véritablement qu'on se dirige vers le climax de cet arc, et sa révolution est aussi exaltante qu'absolument terrifiante. Sérieusement, c'est dingue. Tout était écrit à la perfection dans ce chapitre. De la relation entre la M et Kei et du personnage de Lulu, naissent des développements absolument fabuleux. Chaque petite réplique, chaque choix de narration et de mise en scène effectué depuis le début de cet arc menait à cette scène, qui met en place tout autant de trucs géniaux. Et j'espère avoir réussi à vous le démontrer au cours de cette vidéo. Vous comprendrez donc le nom de cette review, on a clairement affaire là à une masterclass de narration absolue. Araki maîtrise sa partie, véritablement, et c'est ce genre de fulgurance qui rend des parties de Jojo cultes. Mis à part ça, les dessins et le découpage étaient comme d'habitude d'une élégance sans nom, mention spéciale à la géniale représentation de West End Girl, notamment dans la double planche de poursuite, ou encore le body horror en mode papier mâché, aussi violent que fascinant. Les dessins et le découpage étaient comme d'habitude d'une élégance sans nom, mention spéciale à la géniale représentation de West End Girl, notamment dans la double planche de poursuite, ou encore le body horror en mode papier mâché, aussi violent que fascinant. Vous l'avez vu, j'ai émis quelques réserves sur le stand ennemi. Je trouve que West End Girl est un stand qui souffre d'une introduction un peu bancale, avec des règles pas clairement définies, et c'est un vrai souci lors de cette partie. Pour autant, en s'en tenant à ce qui se passe au sein de ce chapitre, dans le combat pur, force est de constater que le stand se dirige finalement vers un concept hyper inventif, là où on pouvait craindre une nouvelle redite de D4C. Ça a permis un combat frénétique, dynamique, plein de surprises et de rebondissements, non vraiment quel pied. Au global, un chapitre exceptionnel tout de même, rien n'enlève ses prouesses absolues de narration. J'ai absolument adoré, et j'espère de tout cœur que la suite de la partie sera tout aussi constante, et que mes petites craintes sur l'utilisation du rocher de lave seront balayées notamment. On ne se revoit pas avant novembre, mais alors là on part sur un gros morceau. Que signifie cette perte du rocher? Que va faire Lulu? Kei va-t-elle renoncer à son objectif? À quoi la rencontre avec Howler va mener? Attendre 2 mois avec ça en tête, ça relève du surhumain. Soyons forts, et la récompense n'en sera que plus belle. Et bien voilà, cette review est désormais terminée, bordel, vous l'avez vu dans l'intro, j'avais l'intention d'en faire une un peu courte, mais au final j'ai ajouté des trucs, j'ai creusé des trucs, j'ai beaucoup rajouté de trucs au montage, j'ai dit que j'ai mis beaucoup d'annotations, il y a même des parties quand même que j'ai enregistrées, que j'ai rajoutées après, ça se voit pas, mais j'avais juste trop de trucs à dire que j'étais quand même finalement obligé de le faire. J'ai l'impression de retomber un peu dans ce truc de à chaque fois que je dis que je veux réduire la taille des vidéos, et au final j'y arrive pas et je fais toujours aussi long voire plus. Mais écoutez, le chapitre était exceptionnel, vraiment. Je me suis éclaté à autant creuser sur le personnage de Lulu et sur tout ce qui s'est passé à son propos. Donc je maintiens, je vais essayer quand même de réduire pour les prochains mois, histoire de pouvoir me concentrer sur d'autres trucs. Mais voilà, j'ai adoré faire cette review, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre ainsi que de cette review en commentaire, il y a vraiment matière à parler de plein de choses là, alors j'ai hyper hâte. Et dans tous les cas, écoutez, on se retrouve en novembre, voilà, pour la review du chapitre 30 qui arrivera donc dans 2 mois. On va devoir attendre, profiter d'autres choses, il y a plein de jeux de fous qui sortent. Merci en tout cas à tous les donateurs, à ceux qui likeront et partageront la vidéo, ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide énormément. Et sur ce, n'oubliez pas que The Jojo Land c'est quand même vachement bien, et oui.